Vous n'avez pas encore entendu ce que je vais dire. Voilà, bonjour. Bon, j'ai bien apprécié notamment cette histoire de Czesław Bielecki quand il parlait de la situation de la résistance polonaise avant Solidarność, pendant les années actives de Solidarność, avec ce qui se passait dans les prisons, parce que je crois qu'en parlant de la Tchécoslovaquie, malheureusement je ne vais pas parler de ces années-là, de la normalisation, mais on verrait toute la différence entre les deux systèmes totalitaires, parce qu'en Tchécoslovaquie, une fois qu'on était en prison, c'est ça, oui, une fois qu'on était en prison, évidemment, il n'y avait aucun moyen de communiquer, pas moyen de faire des entretiens avec Michnik ou Václav Havel. Václav Havel a eu beaucoup de mal à faire un entretien qui est publié plus tard, que j'ai traduit, qui s'appelle « L'interrogatoire à distance », un entretien qu'il a fait avec un journaliste tchèque vivant à Bonn, en exil, et lui, Havel, était à Prague, un peu surveillé, mais déjà il était extrêmement difficile de parachever les réponses, soit enregistrées sur des cassettes, soit écrites d'un pays à l'autre. Il fallait vraiment trouver des moyens extrêmement sophistiqués pour s'assurer que le courrier ne sera pas lu ou confisqué. Alors moi je vais parler du printemps de Prague. On va étendre un peu le champ de notre intérêt. On va sortir des frontières bougeante de la Pologne pour les frontières tchécoslovaques. Alors, le printemps de Prague, en fait, je dois dire que mes souvenirs personnels se confondent effectivement avec tout ce que j'ai lu de la part des historiens, les témoignages de mes amis, parce que ça nous a marqué, ma génération se confond avec les romans de Kundera, les récits d'autres écrivains. En fait, c'est difficile à accepter, mais bientôt, ça va être un demi-siècle qui va nous séparer de l'événement que fut le printemps de Prague. Et il m'arrive encore de rencontrer des gens qui, à Paris, par exemple, me disent avec beaucoup d'émotion, j'oublierai jamais le matin quand on m'a téléphoné ou j'ai écouté la radio, on m'a dit les Russes ont envahi la Tchécoslovaquie. C'était quelque chose qui m'a marqué à vie. Alors moi, j'avais 22 ans à l'époque, j'étais étudiant à la faculté de lettres à l'université Charles de Prague. Et cette période se confond avec quelques souvenirs inoubliables. Par exemple, l'étonnement incrédule de mon père, qui était un homme relativement quand même cultivé, il était médecin, et qui ne croyait pas, quand je lui ai annoncé qu'Antonin Novotny, c'était en décembre 1967, que je sais déjà qu'Antonin Novotny allait être démis de ses fonctions de premier secrétaire du Parti communiste et peut-être même de président. Un autre souvenir marquant, c'est le 1er mai 1968. C'était le moment exceptionnel parce qu'on avait l'impression, je crois pour la première fois et dernière fois dans l'histoire du communisme, que les gens aimaient les communistes, que la population aimait ses dirigeants communistes. Alors, le souvenir de ce 1er mai, je vois encore Emil Zatopek, dont vous connaissez probablement le nom, qui est à la tête de ce défilé de 1er mai. J'étais dans le public, je vois la tribune avec les personnalités toutes nouvelles. On les connaissait de la télévision, on les connaissait déjà des débats. Dubček, Alexandre Dubček, bien entendu, mais à côté de lui, František Riegl, Smrkovský, Oldřich Černík, Jiří Hájek, etc. Des visages tout à fait nouveaux que l'on connaissait depuis quelques mois seulement. Puis, je me souviens d'un autre moment amusant, c'est que je voulais aller à Paris en mai 68 et on m'a refusé le visa en disant « Ah, les étudiants de faculté de lettres interdits en France parce qu'il y a une révolution, sont les étudiants étrangers, on ne les admet pas. Vous pouvez y aller en août. » Donc, je suis allé en août, je ratais un peu l'invasion à ce moment-là. Alors, bien sûr, je me souviens aussi une image qui reste comme dans un album, le visage, les traits tirés d'Alexander Dubček, sur la tête, le haut de forme, un chapeau qu'on ne voyait plus, en frac, qui présente ses lettres d'accréditation à Ankara, parce qu'il a été, quand il a été suspendu, il a été nommé
pour une période très courte, ambassadeur de la Tchécoslovaquie en Turquie, avant de disparaître complètement de la scène politique. Et avant encore, dernier souvenir, j'étais avec ma future épouse dans un chalet à la campagne et on entendait des coups de feu. Et c'était au mois de mai. Et c'est des moments qu'on n'oublie pas parce qu'on se disait, voilà, les Russes sont là. C'était finalement dans une carrière qu'on dynamitait, mais on pensait déjà que les Russes allaient arriver. Je crois la population était plus préparée à cette éventualité. On savait déjà que les conflits entre le Parti communiste tchécoslovaque et les autres étaient extrêmement tendus, et on s'imaginait que les Russes pourraient venir. Ce que les dirigeants, excepté 2 ou 3 qui l'avaient préparé plus ou moins, ne savaient absolument pas. Donc, ces séquences un peu en désordre, c'est un peu comme un album sans chronologie que l'on feuillette. C'est un peu mon histoire personnelle, et c'est une histoire personnelle comme celle d'autres gens de ma génération qui ont vécu les événements. La suite de cette histoire, la mienne et des autres, c'est l'exil. 70 000, 70 000 personnes dans le premier temps, après l'invasion, dans les quelques 2-3 mois qui ont quitté la Tchécoslovaquie, et au total, entre 250 et 350 000 personnes qui ont quitté la Tchécoslovaquie à la suite de ce printemps de Prague et de la normalisation. Bon, les événements sont assez bien connus et je vais rappeler juste quelques faits qui nous permettront d'arriver à une sorte de réflexion ou conclusion. Alors, il est important de souligner que la Tchécoslovaquie n'a pas connu la déstalinisation ni les événements majeurs comme la Pologne et la Hongrie en 1956. On ne pouvait non plus que deviner ce qui s'est passé à Moscou en février 1956 lors du 20e congrès. Tous ces événements ont été complètement censurés. Depuis 1953, déjà, Antoni Novotný est premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Et en 1957, après la mort d'Antoni Zápotocký, sur la pression de Khrouchtchev, il est élu président tchécoslovaque. À l'époque, on a déjà imprimé les portraits de William Cherokee avec l'étiquette William Cherokee, président de la République tchécoslovaque, de la République démocratique tchécoslovaque. Or, finalement, un coup de téléphone de Khrouchtchev a renversé la chose et on a élu, sous sa pression, Antonin Novotný. Novotný, c'était un gestionnaire conservateur de capacité intellectuelle très moyenne, joueur passionné de cartes, de la belote, au château de Orlik, qu'il avait confisqué à la famille Schwarzenberg et qui est revenu de nouveau maintenant à Karel Schwarzenberg, ancien ministre des Affaires étrangères. Novotný fait voter aussi une nouvelle constitution en 1960 et donne à ce moment-là le nom officiel socialiste à la République tchécoslovaque, ce à quoi avaient en principe le droit que les républiques de l'URSS. Alors, il se méfie des Slovaques, il les soupçonne de séparatisme, il est à la fois complexé et arrogant devant les intellectuels, incapable de prononcer correctement un seul mot à consonance étrangère. On sait que dans ses discours, on devait le lui transcrire phonétiquement. Bref, un modèle d'apparatchik socialiste des années 1960. Alors, cet immobilisme tchécoslovaque, le manque d'événements 56, mène à partir de 1963-64 à une lente libéralisation. Cette libéralisation est d'abord culturelle. On va commencer par publier les écrivains américains. On organise en 1963 une grande conférence sur Kafka. C'est la première fois qu'on prononce pratiquement le nom de Kafka, qui n'a pas été publié jusqu'à cette époque-là. Et je pense qu'on pourrait dire que le changement, la libéralisation en Tchécoslovaquie commence par l'abolition de la doctrine du réalisme socialiste. Alors, évidemment, on invite un grand nombre d'intellectuels de gauche, étrangers.
Yves Montand, Simon Signoret, Aragon, qui s'arrête toujours entre Paris et Moscou à Prague et qui va dîner au château chez Novotny. On invite Jean-Paul Sartre en 1963, il fait une conférence mémorable à la faculté des lettres. C'est aussi la période de cette cinématographie dont on a parlé encore hier, la nouvelle vague tchécoslovaque, les films de Miloš Forman, Passer, Chytilova et d'autres. Alors, libéralisation culturelle d'abord, libéralisation de mouvements ensuite. À partir de 1964 et 1965, on peut voyager en Occident. Il suffit pour cela de présenter une lettre d'invitation écrite par un étranger, aller à la police, parce que c'est elle qui régissait l'émission des passeports, aller à la police avec une lettre. Le policier connaissait aucune langue étrangère, donc elle vous demandait de la traduire. Vous pouviez traduire ce que vous vouliez. Je suis invité pour un séjour gratuit en Italie pendant 15 jours. Il vous donnait le tampon, vous obteniez le visa de sortie et on pouvait y aller. Alors cette tendance va s'amplifier, va se banaliser jusqu'en 1967. En juin 1967, il y a un important événement qui va avoir lieu. C'est le 4e congrès de l'Union des écrivains, au cours desquels certains écrivains que l'on connaît bien aujourd'hui, Milan Kundera, Antonin Lim, Pavel Kohout, vont se désolidariser de la politique du Parti communiste. Alors, à ce moment-là, dans la présidence, il y a un certain Jiří Hendrich qui est responsable au présidium de la culture et qui, en écoutant ces discours, à un moment donné, on connaît encore les photos, je vois les photos de Hendrich avec ses bretelles dans la chemise, qui se lève et qui dit « Vous avez tout perdu ». Et il claque la porte, il s'en va. La rupture est totale au moment où Pavel Kohout saisit la copie d'une lettre de Solzhenitsyn que Solzhenitsyn avait envoyée aux écrivains soviétiques et il la lit en public. Alors, la persécution va être immédiate. On interdit la publication de la Gazette littéraire, Literární noviny, c'est un journal, un hebdomadaire de l'Union des écrivains, qui tirait à 300 000 exemplaires, qui était parmi les plus progressistes. Il interdit, les écrivains sont évidemment exclus du Parti communiste, et c'est quelque chose qui va évidemment faire bouger toute la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on punit les intellectuels auxquels le pouvoir a donné le pouvoir depuis 1948 de parler au nom de la société civile. Alors, à l'époque, on apprend beaucoup de choses à la fois parce qu'on peut écouter les radios étrangères, qui sont brouillées, certains émetteurs sont brouillés, mais on peut regarder la télévision autrichienne lorsqu'on vit dans le sud de la Bohème, et presque jusqu'à Prague, on peut regarder la télévision allemande, l'ouest allemande. Donc, on a des informations. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à Prague à partir de 1965, des centaines de milliers de touristes, et évidemment, il y a une confrontation qui se met en place, confrontation à la fois économique, culturelle, sur le niveau de vie entre l'Est et l'Ouest. On y est d'autant plus sensible qu'en Tchécoslovaquie, mais comme dans d'autres pays de l'Europe centrale, il y a un manque chronique de produits de première nécessité. Je l'ai raconté hier, on disait par blague, il nous manque les couches pour enfants et le cercueil, et finalement tout ce qui est entre les deux. Donc il y a effectivement toute une série d'objets qu'on n'a pas et qu'on ne trouve pas sur le marché. On se souviendra encore de ces photos de files infinies devant les magasins. Quand on voyait une file, on s'y mettait et puis on demandait qu'est-ce qu'on y vend. Voilà, pour être sûr qu'on va trouver quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, il y a la réforme économique. Otachik, c'est un économiste qui veut aller plutôt vers la voie yougoslave, mais sa réforme ne va jamais être réalisée. En fait, cela permet d'avoir certaines statistiques. On saura par exemple qu'un ouvrier tchèque doit travailler 10 fois plus longtemps qu'un ouvrier allemand pour acheter le même objet quand il a la possibilité de l'acheter. Alors,
Je crois qu'il n'y a aucune catégorie de la société en Tchécoslovaquie qui, en 1967, pourrait se déclarer satisfait de l'état de lieu de ce pays. Et c'est le sentiment qu'on vit un processus de libéralisation empêche une explosion. Les étudiants manifestent, toujours le 1er mai, il y a une grande manifestation estudiantine, la police les matraque, mais ne peut pas empêcher la propagation du mécontentement général. Cependant, et c'est important de souligner, on ne parle jamais du changement de régime, on veut l'améliorer, on veut corriger ses défauts. Le socialisme en tant que tel n'est ni dans la presse ni dans les discours des hommes politiques mis en question. On s'interroge uniquement de la déformation de ces principes et de ces valeurs. Alors, le comité central se réunit en octobre 1967. On sait que sur la base d'une crise, qu'il y aura des changements. À ce moment-là, la session est interrompue parce qu'il se déplace à Moscou. On célèbre le 50e anniversaire de la Révolution d'octobre. Donc, on remet les conclusions au mois de janvier. Novotny, à cette époque, sait que sa situation est fragile. Il appelle Brejnev, encore quand il est à Prague. Brejnev fait un voyage secret à Prague, en Tchécoslovaquie. Il discute avec Novotny et d'autres membres du Politburo et il partira en lâchant cette fameuse phrase qu'on connaîtra plus tard, « Et to vaše dielo ». Ça, c'est votre affaire. Donc, il va laisser le feu vert à la direction du Parti communiste pour faire les changements. Donc, lorsque le Politburo reprend sa session en janvier, Novotny sait que sa position est perdue, que les milices populaires, l'état-major, la police ne vont pas le défendre, et lui-même propose comme successeur Alexander Dubček, 47 ans, jeune, très peu connu, parce qu'il était secrétaire du Parti communiste à Bratislava, et finalement, on le considère comme quelqu'un qui va se laisser facilement manipuler par les autres. En mars, Novotny va être déchu de la fonction de président de la République et on va élire Ludvík Svoboda, un général héros de l'URSS, mais persécuté dans les années 50. Alors, c'est vrai que Dubček représente un esprit nouveau au sein de la direction du Parti communiste, mais tout le mouvement du printemps de Prague va être initié et entamé d'en bas. En janvier, le parti n'a aucun programme. Il veut corriger, démocratiser, diminuer le poids de la bureaucratie. C'est tout le discours qui est bien apprécié par la population, mais qui ne représente pas une voix. Alors, le programme d'action, c'est le nom officiel du Parti communiste, va être présenté en avril. Il est assez prudent. Il préserve toujours le rôle dirigeant du Parti communiste, et ce qui n'empêchera pas qu'on va confisquer cette brochure qui a été publiée aux frontières lorsqu'on se rend dans les autres pays de l'Est. Il y a une délégation qui va en Bulgarie du Parti communiste. On lui a même confisqué cette brochure du programme d'action du Parti communiste tchécoslovaque. Cependant, le mouvement au sein de la société entamé, l'amnistie pour les dirigeants d'étudiants qui ont organisé des manifestations, l'autorisation de republier ce journal de l'Union des écrivains qui a été suspendu, d'autres périodiques, l'abdication d'un certain nombre de fonctionnaires qui ont été liés aux pratiques des années 50. Il y a un général de l'armée tchécoslovaque, le général Jan Šejna, qui fuit la Tchécoslovaquie, qui part aux États-Unis, mais parce qu'il a été mêlé à une affaire de corruption, mais il va donner quand même beaucoup d'informations aux Américains. Et avant de mourir, il va publier ses mémoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en mars déjà, la censure préalable elle est abolie et elle va être complètement supprimée au mois de juin. Il y aura plus l'institution de la censure va cesser d'exister. Les médias, alors, vont jouer un rôle catalyseur, un rôle essentiel.
la presse et la radio aussi. On va créer même une commission pour la réhabilitation des victimes de procès politiques des années 50. Parmi les personnes réhabilitées, il y a un certain Gustav Husak, qui a été condamné en 1954 à perpétuité pour nationalisme bourgeois slovaque. Et c'est lui qui finalement va succéder à Dubček en 1969 pour mener la normalisation. Alors, les revendications d'un pluralisme politique sont cependant freinées par le Parti communiste qui tient à préserver sa position dominante et surtout, il a peur des critiques qui peuvent venir de Moscou. Cependant, un certain nombre d'associations sont créées, notamment le CAN, K-A-N, Club des partis non engagés, et surtout le K231, c'est une association d'anciens prisonniers politiques qui sont quelques 70 000 et qui ont une organisation pour défendre leurs droits, notamment les questions de la réhabilitation. Alors, aussi sur le plan économique, je ne vais pas en parler, mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer en 68 ce qu'on appelle le Fonds de la République pour rassembler de la part de la population et des entreprises de l'argent pour accélérer la réforme économique. Ce qui est intéressant, c'est que en 2 semaines, ce Fonds de la République, qui est vraiment soutenu par un élan patriotique, va avoir sur son compte 159 millions de couronnes, 41 kilos d'or, etc. Donc, il y a un engouement pour ce changement sur le plan politique et aussi sur le plan économique. Alors, plusieurs forces sont donc en concurrence au printemps 68. Les intellectuels et les médias d'un côté, certaines entreprises également, les chefs d'entreprise, ils essayent d'aller le plus vite possible dans la réforme. En juin 68, l'écrivain Ludwig Watzoulik publie un manifeste qui s'appelle Manifeste de 2000 mots, qui invite la société à prendre ses responsabilités. Il reconnaît au Parti communiste juste le droit de saisir sa dernière chance de sauver son honneur, mais soutient qu'il faut remplacer les apparatchiks par de nouveaux cadres. Et il dit, ça lui sera reproché terriblement, il faut défendre le gouvernement même avec les armes. Et surtout, il faut faire vite. Une petite citation de ce manifeste. Ce printemps, il nous est revenu comme après la guerre, une grande opportunité. Nous avons de nouveau la possibilité de reprendre en main notre destin commun, portant le nom provisoire de socialisme, et de lui donner une forme qui corresponde mieux à la réputation et au jugement plutôt positif que nous avions autrefois de nous-mêmes. Ce printemps vient de se terminer, il ne reviendra plus. Cet hiver, nous saurons tout. Alors, le parti et le gouvernement soutiennent les réformes, ils les initient, mais le mécanisme est très lent. La Constitution, il n'y a pas de nouvelle Constitution, il n'y a pas d'élection, il y a un appareil bureaucratique qui freine. Au sein du parti, il y a non seulement les progressistes, mais aussi des informateurs qui informent constamment l'ambassade soviétique à Prague et transmettent des lettres, on ne saura jamais si les lettres sont vraies ou fausses, à l'ambassade soviétique, des lettres soi-disant de citoyens tchécoslovaques qui vont être imprimées à la une de la Pravda et surtout de Neues Deutschland, qui est extrêmement actif aussi, le journal en Allemagne de l'Est, dans la campagne anti-tchécoslovaque. Alors, ce vocabulaire, c'est intéressant aussi, je trouve qu'on l'a mentionné hier, le changement de mots, le changement de vocabulaire. On parle de la contre-révolution, de la révolution, contre-révolution rampante, l'impérialisme américain, capitalisme, retour au passé, trahison de l'internationalisme prolétarien, etc., etc. Alors, depuis le 20 juin 1968, le pacte de Varsovie organise sur le territoire tchécoslovaque des grandes manœuvres, et à la fin de ces manœuvres, qui sont censées durer 10 jours, les armées restent sur place, elles ne partent pas. Alors, personne ne sait comment les faire rentrer en Union soviétique. Il y a des dizaines de milliers de soldats soviétiques, hongrois et polonais, et il y a même un général, le général
Petra qui va dire qu'il faut réformer le pacte de Varsovie. Évidemment, c'est une bombe, il va d'ailleurs être, après l'invasion, arrêté et emprisonné. En fait, la force qui freine le plus ces mouvements de réforme, et ça les irrite le plus, cette mode socialisme à visage humain, ce sont les dirigeants des pays frères. Des rencontres ont lieu depuis le mois de mai, successivement et assez intenses, d'abord à Dresde, après à Moscou, à Bratislava. Partout, Dubček et d'autres dirigeants tchécoslovaques essayent d'expliquer que le socialisme n'est pas menacé, qu'il s'agit de le rendre plus proche des gens, mais il s'agit presque toujours d'un dialogue de sourds. Puis une autre réunion à Varsovie, importante parce que la délégation tchécoslovaque refuse de s'y rendre. On correspond par des lettres entre les dirigeants réunis à Varsovie et les dirigeants tchécoslovaques. Et puis la dernière, Tcherna nad Tisou, à la frontière slovaco-hongroise-ukrainienne, dans un petit village où discutent uniquement Dubček et Brejnev. Cette réunion doit durer 1 jour, elle va durer 3 jours, et à la fin, le 2 août, on va signer une déclaration à Bratislava qui ressemble à un compromis et qui semble rassurer les deux parties. L'intégrité territoriale de la Tchécoslovaquie est garantie, et de l'autre côté, on ne quittera pas la voie du socialisme. Ceci en apparence, mais en réalité, Dubček a fait beaucoup de compromis. Il promet le rétablissement de la censure, la révocation de certaines personnes de la direction du parti. Jiří Pelikan, qui ensuite a été exilé et député au Parlement européen, l'interdiction de ces 2 associations dont je parlais. Il faut rappeler que au cours de ces dernières semaines dramatiques avant l'invasion, le mouvement démocratique en Tchécoslovaquie jouit du soutien de Ceausescu et de Tito, qui en août font une visite symbolique à Prague. Le Parti communiste chinois aussi exprime ses sympathies à Dubček, ainsi que la grande majorité des partis communistes européens, excepté le parti grec et allemand de l'Ouest. La position de Valdecroce et de Georges Marchais reste hésitante. Ils ne veulent pas mécontenter Moscou et proposent avec les Italiens une conférence des partis communistes européens. C'est ce que Brejnev va refuser. On le voit, toutes les prises de position ont une raison plutôt stratégique que idéologique. Alors, on arrive presque à la fin. L'opération Danube, c'est-à-dire l'invasion de la Tchécoslovaquie, se prépare depuis le mois de mai. Les débats au sein du bureau politique au Kremlin sont tendus, car plusieurs forces s'y affrontent. L'aile dure, Céleste, qui négocie d'ailleurs en secret plusieurs fois avec Vassil Bilak en Hongrie. Puis, premier secrétaire, Andropov, le maréchal Gretchko et Podgorny, ils sont pour l'invasion. Kosygin et Brejnev tempèrent et cherchent d'abord à s'appuyer sur les forces saines en Tchécoslovaquie. Et même de garder un certain temps Dubček encore au pouvoir. J'ai encore 4 minutes. Oui. Garder encore Dubček quelque temps au pouvoir parce qu'ils veulent sauver le chaos. Et puis il y a Tchervonienko, ambassadeur à Prague, Zamianin, qui est directeur de la Pravda, et Suslov, qui reste très réticent à l'idée de l'invasion militaire. Alors 2 personnes encore jouent un rôle intéressant. János Kadar, que l'on considère en 1968 comme plutôt réformateur, insiste fermement à ce qu'on intervienne militairement en Tchécoslovaquie. D'ailleurs, il va passer le jour de l'invasion à Moscou, pour un tas de raisons que je pourrais expliquer. Et puis Andrei Gromyko, qui s'assure que les Américains n'interviendront pas en cas de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Il envoie Dobrynin chez Dinrask, secrétaire d'État, pour le prévenir que l'Union soviétique va occuper la Tchécoslovaquie la veille de l'invasion. Alors, les derniers détails sont décidés le 18 août, après que Brejnev insiste encore, lors de diverses conversations téléphoniques avec Dubček, à ce qu'il réinstaure la censure, qu'il mette hors la loi les associations K231, club des 100 partis engagés, qu'il destitue les ministres, etc. Brejnev veut éviter à tout prix que Dubček démissionne. Dubček le menace toujours dans le coup téléphonique. Je démissionne, si vous voulez, je pars demain.
Brejnev veut l'éviter à tout prix parce qu'elle sait que sa popularité est immense. L'invasion dans la nuit de 20 à 21 août, dont excepté 2 ou 3 membres du présidium se doutent absolument pas, est un échec à court terme. Tout le pays est derrière ses dirigeants, la haine des Russes est à son comble et les Tchécoslovaques se rendent compte que les quelques 200 000 soldats soviétiques ne savaient même pas où ils se trouvaient. Les forces saines, c'est-à-dire le gouvernement qu'on appellera ouvrier et paysan, ne fait qu'une apparition très éphémère et permet surtout d'identifier les traîtres. L'échec à court terme, car les quelques semaines qui suivent sont celles de la liberté absolue. Les radios régionales émettent les informations sur le mouvement des troupes, les panneaux d'orientation dans les rues, sur les carrefours sont retirés, on n'a pas encore de GPS. Les frontières autrichiennes et vers l'Allemagne de l'Ouest sont grandes ouvertes. On donne libre cours à ces sentiments politiques. Les dirigeants avec Dubček en tête sont arrêtés et amenés de force à Moscou, où ils sont rejoints par président Svoboda, obligés de signer les protocoles de Moscou. Seul František Rigel s'y oppose. Les 15 points des protocoles stipulent, entre autres, le renforcement du pacte de Varsovie, la présence des troupes de l'armée rouge sur le territoire tchécoslovaque, le départ des dirigeants considérés comme antisocialistes, le renforcement coordonné de la lutte contre l'impérialisme, etc., etc. L'invasion porte de nouveau les mots, l'invasion porte dorénavant le nom de aide fraternelle. Elle aurait été apportée à la suite d'une lettre d'invitation qu'on n'a jamais trouvée. Les initiateurs du mouvement réformataire sont appelés les forces antisocialistes. Le printemps de Prague est appelé la période de crise. L'apparence de la liberté dure encore quelques mois et sa fin est marquée de manière tragique par le suicide de Jan Palach, qui est un étudiant dans la même faculté que j'avais fait mes études, qui s'immole par le feu à la place Wenceslas le 16 janvier 1969. Son enterrement est la manifestation qui clôt de manière on ne peut plus symbolique le printemps de Prague. Dorénavant, on entre dans la période du mensonge. Le socialisme à visage humain, on passe à la normalisation. Le mot en soi est un mensonge. C'était la démocratisation du socialisme, sa forme de déstalinisation tchécoslovaque qui semblait tout à fait normale. Dorénavant, rester membre du Parti communiste ou y entrer signifie délégitimer le socialisme, accepter l'injustice, l'hypocrisie, prendre part à l'arbitraire du nouveau système policier. Les épurations du parti et de la vie sociale et professionnelle de centaines de milliers de personnes honnêtes, socialistes convaincus souvent, d'autres dizaines de milliers quitteront immédiatement le pays. Ce sont en grande partie les élites qui vont ensuite lui manquer. 10 ans après le printemps de Prague, l'opposition commence à se former. C'est la charte 77. Certains anciens communistes y adhèrent, comme Jiří Hájek, ancien ministre des Affaires étrangères. Mais si l'ambiguïté existe entre ceux qui veulent revenir aux acquis du socialisme de Dubček et ceux qui se rendent compte que le socialisme, du moins tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, n'est pas réformable, c'est la deuxième tendance qui prévaudra. Václav Havel, qui la présente, pour lui, il n'y a pas une troisième voie possible. Il y a soit la démocratie, soit le totalitarisme, et peu importe quel nom on lui donne, donc Havel se retrouve encore aux côtés de Dubček sur le balcon des éditions Mélantrique à Prague en novembre 1989. Et sincèrement, personne parmi les milliers de gens qui sont tassés sur la place Wenceslas ne se fait plus d'illusions sur un retour au socialisme, qu'il soit à visage humain ou suivant une troisième voie. Dubček est acclamé avec émotion, comme on acclame un ancien héros, un espoir, mais qui n'existe plus, comme on acclame ses belles années de jeunesse. Pourtant, cette expérience, aussi tragique fut-elle, a une grande importance historique qui dépasse les frontières de la Tchécoslovaquie. Elle a contribué à l'émancipation de la société civile dans les pays d'Europe centrale. Le socialisme s'est délégitimé, ce qui a créé les bases pour un mouvement d'opposition qui ne peut plus être ignoré. C'est un processus long
qui va durer 20 ans, mais qui montre a posteriori les faiblesses de ces régimes et les stratégies pour se maintenir au pouvoir. Il faudra attendre Helsinki en 1975, la charte 77, l'élection de Karol Wojtyła en 78, Solidarność en 80, la mort de Brejnev en 82 et la crise qui s'ensuit avec le décès d'Andropov et Tchernenko jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev en 85, pour tracer l'évolution qui va inéluctablement vers la fin des illusions sur le socialisme. Et si ce château de cartes a fini par s'effondrer en 89, c'est parce qu'à la fin, ce n'était effectivement qu'un château de cartes. Je vous remercie.